Bonsoir à tous et à toutes. La laïcité est-elle devenue un bouclier qui peut nous protéger de l'entrisme islamiste, du communautarisme? Est-elle au contraire un instrument idéologique qui menace d'étouffer la liberté de conscience à l'école ou à l'hôpital notamment? En cette période où le carême et le ramadan coïncident, peut-on oser dire que dans notre pays, seule la laïcité est sacrée? Alors pour aborder ce sujet qui concerne au premier chef les catholiques, j'ai invité un petit-fils de pasteur et un théologien orthodoxe, deux personnalités assez tranchées qui connaissent le sujet sur le bout des doigts et sur le bout des lois. Alors, Jean-François Colosimo, bonsoir plutôt. Vous êtes historien, essayiste, directeur général des éditions du Cerf et vous êtes aussi, et surtout, sur ce plateau, on y sera très attentif, l'un des grands observateurs des relations entre religion et politique en France et dans le monde. Nicolas Cadenne, bonsoir. Vous avez été rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité entre 2013 et 2021. Cela vous a placé au cœur de toutes les polémiques, parfois des polémiques assez virulentes et controverses entre les partisans d'une ligne dure de la laïcité, notamment sur la place de l'islam, et vous qui cherchez souvent, avec le droit, une laïcité peut-être de compromis. Alors, dans votre dernier livre, pour en finir avec les idées reçues, les idées fausses plutôt sur la laïcité, qui est paru aux éditions de l'Atelier, vous défendez une laïcité qui est fondée avant tout sur la liberté de conscience, sur la neutralité de l'État. Alors, j'ai envie de vous poser une question sur le débat de ces derniers jours, le débat sur la fin de vie, le projet de loi qui a été adopté récemment par l'Assemblée nationale. On a vu sortir ce slogan de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, « La foi ne fait pas la loi ». Est-ce que c'est ça votre définition de la laïcité ? La foi ne fait pas la loi. C'est pas la mienne, mais effectivement, de fait, dans un système laïque, la foi ne dicte pas, plus exactement, la loi, puisque la loi, de fait, elle émane de la souveraineté populaire des élus de la nation, de ceux qui sont élus par les Françaises et les Français, les députés et les sénateurs, avec bien sûr aussi un gouvernement qui en émane lui-même. Donc, de fait, c'est d'abord ces électeurs qui décident de qui les dirige et qui peut faire la loi. Cependant, comme dans toute démocratie, toute association structurée, toute communauté d'appartenance, tout groupe convictionnel ou de croyance religieuse peut évidemment être écouté, être consulté et émettre des avis. Mais en effet, ce sont des avis et ce ne sont pas ces groupes qui peuvent dicter la loi. Alors les groupes religieux, les religieux ont été consultés. Jean-François Colosimo, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont été pour autant entendus dans ce débat sur la fin de vie, ou est-ce que la laïcité a été utilisée peut-être pour éviter justement que le débat n'ait lieu ? Moi, je pense que la laïcité n'a rien à voir avec cette question sur la loi sur la fin de vie. Ce qui a à voir avec cette loi, c'est la sécularisation. La sécularisation et la laïcité sont deux choses différentes. La laïcité, c'est la manière pour l'État d'organiser les relations de l'État avec les religions, des religions entre elles et des religions à l'espace public. La sécularisation, c'est ce mouvement qui porte les sociétés à abandonner de plus en plus son rapport vertical à la transcendance, à se considérer ces sociétés comme immanentes à elles-mêmes et capables d'instruire leur propre sens de la vie et de la mort. Donc la phrase de l'Association pour la dignité, je ne sais trop de quoi d'ailleurs, je ne me souviens plus vraiment leur nom. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité, voilà, partisans de ce déjà, projet de loi sur la fin de vie. Le concept est tellement mal formé que j'ai du mal à me souvenir de leur nom. Donc ça n'a ni queue ni tête. Ça montre plutôt leur a priori et leurs préjugés entre notre grand guillemets philosophique. Il y a eu des tas de gens qui étaient opposés à cette loi, particulièrement dans le milieu soignant, et qui n'avaient pas de référent religieux. On n'était pas sur une loi qui était une loi d'opposition d'une laïcité extrémiste au message des religions. On était sur un problème de fond anthropologique, et cette anthropologie, ce débat anthropologique, il embrassait beaucoup plus que les simples croyants, encore une fois, ou les seuls croyants. Donc je pense que c'est mal posé la question. Il n'y a pas que les religions qui défendaient l'idée que cette loi était mal foutue. Il y avait les constitutionnalistes, il y avait les éthiciens, il y avait les soignants. C'est une loi qui polarisait à l'extrême, encore une fois, et les religions étaient dans leur rôle de rappeler qu'il y a une dimension sacrée de la vie, mais les autres
il rappelait aussi cette sacralité de la vie, pas du tout au nom, je dirais, d'un ensemble de révélations ou de textes sacrés, etc. Simplement, le débat a été anthropologique. Donc je trouve la réflexion malvenue de dire ce n'était pas une question de foi, c'était une question d'anthropologie. Oui, mais Jean-François Colosimo, dans votre livre « La religion française », que j'ai ici sur le plateau, vous inscrivez la laïcité dans le temps long de l'histoire de France. La laïcité, c'est la France. Oui, la laïcité, c'est la France. C'est une vision, d'ailleurs, si j'ose dire, pour un croyant orthodoxe, assez iconoclaste, parce qu'on a l'habitude de dire que la laïcité commence en 1905. Et en fait, vous décrivez quand même une longue lutte entre le pouvoir politique et l'Église, une lutte dans laquelle l'Église et le christianisme trouvent son autonomie. Est-ce que c'est pas ce débat-là n'est pas l'aboutissement de cette longue lutte? C'est un combat plus complexe parce que c'est un combat à trois. C'est le combat entre l'État français. Quand on parle de laïcité, on dit c'est la séparation entre l'Église et l'État. C'est l'État de France avec l'Église de France. Et puis il y a Rome aussi qui intervient dans tout ce schéma. Mais évidemment, les racines sont chez les Capétiens. C'est évident, enfin, je veux dire. Sinon, c'est ne pas connaître son histoire et c'est faire du barbouillage conceptuel. Alors, on va demander... non, mais voilà. Non, la question de la fin de vie, lorsque Michel Houellebecq, qui n'est pas catholique, est radicalement contre, et je le comprends, il ne veut pas d'une société qui, en fait, met la mort comme principe de son existence. Et donc, ça n'a pas grand-chose à voir, si vous voulez, pas besoin de se référer, encore une fois, à un corpus divin. On peut tout à fait être contre cette loi, encore une fois, simplement par conception de l'humanité. Alors, au passage, on a noté, noté, et je pense que vous avez entendu aussi, que la laïcité remontait aux Capétiens. Alors, je me tourne vers le petit-fils de Pasteur. Oui, mais chez nous, chez Nicolas, elle remonte à Jean Bobreau. Donc. Pas du tout, non. Ma définition, c'est pas la mienne d'ailleurs, c'est à mon sens celle plutôt du droit et telle qu'elle découle de l'histoire. L'histoire est plus complexe. Il y a dans tous les grands courants de pensée dans le monde depuis très longtemps, des interrogations sur la distinction des pouvoirs. Donc effectivement, en ce qui concerne la distinction des pouvoirs, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, on peut remonter à très loin. On peut même remonter à avant la naissance de Jésus-Christ, donc même à l'Antiquité, et ce, dans toutes les grandes civilisations ou toutes les grandes traditions religieuses du monde. Ce n'est pas spécifique à l'Europe, ce n'est pas spécifique à la chrétienté en aucune manière. Ça, de fait, je peux citer tout un tas d'exemples de civilisations qui ont posé cette distinction des pouvoirs il y a très longtemps de cela, et pas qu'en Europe. Ensuite, la laïcité va beaucoup plus loin que cela. Elle pose la séparation. La séparation, ce n'est pas la distinction. C'est effectivement le fait qu'il y a d'un côté ce qui relève de la religion et de l'autre ce qui relève de l'État et de l'autorité publique. Et ça, c'est une idée assez moderne, en réalité, même si, bien entendu, les prémices sont anciennes. C'est-à-dire que, effectivement... à Dieu ce qui appartient à Dieu, cette parole, par exemple, de Jésus-Christ, qui... aujourd'hui, beaucoup disent, ça prouve que le christianisme est à l'origine de la laïcité. Pas du tout, parce qu'en réalité, elle n'a jamais été interprétée comme on l'interprète aujourd'hui, comme séparation. Elle a été interprétée, y compris par Pie IX, à l'occasion des débats parlementaires avant la loi de 1905, comme la distinction, avec tout le temps la suprématie du pouvoir spirituel. Ce n'est que récemment que des théologiens chrétiens considèrent qu'effectivement ça peut être entendu comme séparation. Seuls quelques théologiens néanmoins, avant, plutôt protestants, considéraient déjà qu'il fallait l'entendre comme séparatiste. On dit d'ailleurs que parfois que la laïcité a été inventée par les protestants. Disons que les protestants avaient un intérêt, évidemment, dans ce pays, en effet, qui était dominé par l'Église catholique, et quand on était protestant, on était donc discriminé, voire persécuté. Évidemment, ils souhaitaient une égalité de traitement avec un État qui devienne neutre et donc séparé des religions pour traiter tout le monde de la même manière. Donc, effectivement, il y a des prémices et on pourrait parler... C'est pas très vrai historiquement ce que vous racontez. C'est tout à fait vrai. Non, parce qu'il y a eu des pays protestants dans lesquels les catholiques étaient largement persécutés. Ces États protestants n'ont pas pour autant accouché de la laïcité. Alors, donc faire de la laïcité... Alors, on va vous écouter tous les deux, c'est bien parce qu'on a un vrai débat. Faire de la laïcité l'apanage du protestantisme, c'est une blague historique. Déjà, je n'ai pas Puisque dit ça. d'abord,
puisque même dans les pays protestants, il y a encore des églises d'État. Oui, sauf que dans ces églises. Donc, le protestantisme n'a pas Alors déjà, particulier avec la la Scandinavie laïcité. a abandonné cette église d'État Quand dans les années 2000, début 2000. Voilà. Mais sachez qu'en revanche, ces sociétés ont très tôt, effectivement, distingué les pouvoirs, mais au-delà de ça, mythologisée. non, pas du tout, imposé. Il y a des églises d'État. Attendez, parce que le titre de notre émission, c'est apaisement aux fractures. Donc on va en discuter dans l'apaisement en constatant peut-être quelques fractures. Il y a des églises d'État dans tous les pays où la réforme est devenue majoritaire. Non. Si. Non. Et ces églises non, d'État, c'est pas exact. il y en a encore Alors, on va laisser Jean-François Colosimo finir, il y a et puis encore une église Nicolas d'État, Cadenne vous et répondra. deux autres n'ont plus d'église d'État depuis à peu près une vingtaine d'années. Voilà. Donc c'est ça la vérité. Excusez-moi, la mais vérité ce que du vous dites est faux. protestantisme, je finis, la vérité du protestantisme, ce protestantisme a autant été une politique que le catholicisme, et ça a été une politique aussi, par moment, tout à fait, c'est aussi très simpliste ce que vous dites. aussi vous allez étouffante pour les minorités, dès lors que les protestants étaient majoritaires. En fait, tout ça est connu. Non. Alors, Nicolas Cadenne, vous n'êtes pas d'accord? Tout ça est très simpliste, sincèrement. Après, vous dites que la laïcité, c'est la France. La laïcité, c'est pas la France. La laïcité existe dans d'autres États. Mais c'est pas vrai. Alors attendez, on va laisser Nicolas Cadenne cette fois-ci Excusez-moi, mais s'exprimer. c'est un fait. Mais Et c'est d'ailleurs, pas c'est vrai. dans leur constitution. C'est-à-dire C'est pas vrai. qu'il est indiqué qu'ils sont laïcs. Alors, vous pouvez considérer que c'est pas des laïcs, mais ils se disent laïcs. Et effectivement, il y a différents types de laïcité dans le monde. Voilà. Et la France est sans doute le pays qui a le plus juridicisé et théorisé le concept. Mais quand le Mexique adopte la laïcité d'État, c'est dans les années 1850. C'est avant la France. Quand la France adopte ses premières lois laïques à la fin du XIXe siècle, il demande conseil à l'ambassadeur mexicain. Excusez-moi, mais tout ça est beaucoup plus complexe que vous ne pensez. Alors, en on 1637, va Roger revenir Williams, je ne sais là-dessus. pas si vous voyez qui c'est, Je- Roger Williams. Apaisement, c'est le sujet de notre Il fait émission. quoi Donc, si vous voyez qui c'est, vous savez ce qu'il fait, Non, Roger Williams. mais je pourrais répondre tout de même. Ben voyez. Non, mais il faut que- La laïcité, ça n'existe au sens où on l'entend en France qu'en France. Non. Pourquoi? Parce que la laïcité au Canada, ça veut dire que le juge civil se réfère au juge religieux. Je n'ai pas parlé du Attendez, Canada. au Mexique, ça a voulu dire l'écrasement du catholicisme. Non. Ensuite, une machine de guerre contre le catholicisme. Allez voir le problème des Christéros. Ah Ensuite, pour ce qui est de la Turquie, c'est simple, ça veut dire l'étatisation de Attendez. l'islam et avec un islam d'État. Alors, mais donc, je n'ai pas parlé de la voudrais Turquie. juste dire que ce qui s'est passé en France de particulier, c'est que la France, qui est un royaume, a fondé sa théologie politique sur l'image biblique d'Israël, royaume contre les empires, et que la France a érigé, en fait, à partir des Capétiens, dès Philippe le Bel, et même avant, mais dès Philippe le Bel, de manière très claire avec Guillaume de Nogaret, une théologie politique où la France ne se soumettait ni à l'empereur, Non, ni au pape dans l'ordre confondez le temporel, gallicanisme dans et l'ordre la laïcité. temporel temporel du politique. Et ça a été une constante, et bien Non. avant le gallicanisme, et ça n'a aucun rapport avec le gallicanisme. Bien sûr que sous si. Philippe le Bel. Non, mais Attendez, finissez. Ce qui est devenu le gallicanisme, vous ça mélangez part de les là. Alors, bien sûr que attendez, non. attendez, On pourrait aussi parler- non, Une espèce non, de non, belle on a petite compris. théorique Non, non, pour pas en du tout. sortir. alors, Pour être relativiste. non, non, on a Ah non, mais compris. je suis pas du tout relativiste, On a hein. compris que vous n'étiez Vous pas êtes dans une logique assez complètement simpliste, qu'est-ce que vous voulez? d'accord, ce qui répond en partie à la question qu'on posait au début de cette émission, laïcité d'apaisement ou de fracture. On comprend, et c'est l'intérêt de cette émission aussi, que se mettre d'accord sur une définition de la laïcité, Mais je c'est pense qu'on peut se assez, mettre d'accord c'est sur la assez définition. compliqué Enfin, en France particulièrement. Là, Alors, il y a une laïcité est-ce qu'on peut, définie dans le se droit. mettre d'accord sur une seule conception Bien de la sûr. laïcité? Ah, enfin, à J'ai mon pas sens. l'impression. En tout cas, moi, ma en vous conception, écoutant. c'est pas ma conception, c'est la définition juridique telle qu'elle découle de l'histoire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un fait. Non, mais c'est C'est-à-dire, Alors, on va Vous avez le laisser, droit- on va vous avez laisser, le on va droit à laisser, l'histoire pour on va vous. laisser, laissez-moi on va le laisser, dire. on va laisser C'est Nicolas un peu Cadenne. ridicule de On va parler laisser, laissez-moi le comme dire, ça. vous on allez va dire laisser ce un que peu vous en ridicule pensez. de Allez, parler on va laisser Mais Nicolas non, mais c'est Cadenne un fait. répondre. La laïcité, C'est un peu ridicule. non, On va- c'est un on va fait, laisser ce que je vais Nicolas vous dire. Cadenne Et répondre. si vous dites que c'est Voilà. pas un fait, Ah, ce que si je vais vous vous l'avez dire, fait. alors là, j'aurais une vraie interrogation. Ouais. La laïcité, c'est la séparation des églises, pas de l'Église, comme vous avez dit tout à l'heure, des églises, c'est-à-dire au sens d'organisation religieuse, et de l'État au sens de l'administration publique. De cette séparation découle la neutralité de toute l'administration publique pour qu'elle traite
tous les citoyennes et citoyens à égalité de traitement, quelle que soit leur appartenance ou non-appartenance. Et elle assure, cette administration publique, la liberté de conscience à toutes et tous de la même manière. Ça, c'est la définition juridique de la laïcité. Si vous dites que ce n'est pas le cas, j'aimerais que vous prouviez l'inverse, parce que c'est la définition constitutionnelle. Ça, c'est l'aboutissement. D'abord, il n'y a pas de définition en soi constitutionnelle de la laïcité. Si vous la loi de connaissiez 1905, si vous connaissiez les décisions du Conseil constitutionnel de 2013, la loi de vous le sauriez. 1905 ne porte pas le terme de laïcité une seule fois. Ça n'a Je rien veux à dire, voir, ça. le mot laïcité, né en 1880, repéré par le Littré et le Larousse. 1871. Mais Oui, pas- 1880, mais Bon. Pas- Ah, vous êtes presque d'accord, là. Ouais, Ça, ouais. ça me rassure. Et en fait, ce qui existe avant, c'est laïque. Oui. Mais laïque, ça vient d'où? Non mais attendez, Attendez, je sais très laïque, bien d'où vient Alors, laïque. ça vient d'où? Mais attendez, si vous voulez, attendez, laïcos, on va- on peut revenir sur les Non, mais attendez. l'éternel, sur les faits, ceux qui n'étaient pas ordonnés prêtres, qui étaient laïques, etc. On Donc parle pas de ça. Alors. la France est un État qui pontificalise en fait sa relation aux religieux. Et en France, il y a des consacrés qui ne sont pas des clercs et qui sont des frères laits. Et il y a des clercs d'État qui ne sont pas consacrés, mais qui correspondent à une magistrature d'État qui est en fait coulée Vous sur confondez le nom modèle- laïque et l'adjectif Non, laïque. mais sur Alors. le modèle romain. Bon. Voilà. Pas du tout. On, Mais si, on va c'est quand la même France, essayer. c'est Moi, ça, je me mets à la place du France, c'est téléspectateur. plutôt républicain. Je me mets à la place de nos téléspectateurs. Là, ils sont un petit peu perdus, j'en suis J'imagine. sûr. Parce que on n'est pas du tout dans un débat d'apaisement, pas du tout. Alors, il y a une raison Si, pour on cela. peut, je pense. Il y a une raison pour cela qui est qu'il y a des conceptions de la laïcité. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette émission. Mais je me mets à la place de nos téléspectateurs. Et bon, on a vu que dans l'histoire, on n'était pas d'accord sur les origines historiques de la laïcité. Bon, bah, ça, c'est un fait intéressant. Moi, j'ai envie de revenir à la situation française, parce qu'il y a cette question, est-ce qu'on a la laïcité, c'est un instrument d'apaisement des relations sociales, ou est-ce que ça reste un instrument de combat contre les religions? Et c'est une question que les catholiques peuvent se poser régulièrement sur beaucoup de sujets, que tous les Français d'ailleurs peuvent se poser. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, après cette histoire, on a compris que vous n'étiez pas d'accord sur l'histoire de la laïcité, mais dans la situation de la société française, est-ce que c'est plutôt un instrument qui permet d'apaiser le débat public? À vous entendre, j'ai quelques doutes. Ou est-ce que ça reste un instrument de combat idéologique? Et puisqu'on n'est d'ailleurs pas tous d'accord sur la définition de la laïcité, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Cadenne? Pour moi, ça ne doit pas être un instrument de combat. Effectivement, certains l'utilisent comme un instrument de combat et c'est une erreur. La laïcité n'est pas à idéologiser, en fait. Ce n'est pas un outil politicien ou autre. C'est un principe qui permet de poser un cadre commun dans la société, par l'État, un État qui est neutre et qui permet à tout le monde de s'exprimer, d'exprimer ses convictions, ses croyances de la même manière, c'est-à-dire dans le respect mutuel. On peut en France tout autant promouvoir ou pratiquer une religion quelle qu'elle soit que critiquer une croyance, contester une croyance. Mais cela devant se faire dans le respect mutuel. Donc ce n'est pas pour moi un outil de combat et ça ne doit pas le devenir. Mais en effet, certains se servent de la laïcité pour, effectivement, parfois, minimiser ou même neutraliser des espaces et empêcher l'expression religieuse. Je ne sais pas, moi j'entendais en décembre dernier Gabriel Attal sur France Info. Il disait que la laïcité est aujourd'hui menacée par une ingérence qui veut mettre les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Et il disait, je parle évidemment ici de l'entrisme islamiste. Donc là, on est dans une laïcité de combat. Alors là, il faut refaire un tout petit peu d'histoire, n'en déplaise à mon collègue et ami. Si, moi, il n'y a pas de problème pour faire de et de l'histoire longue. En fait, l'État en France a brisé, en fait, les formes religieuses qu'il pensait être menaçantes à tort ou à raison pour lui. Ça a été le cas des protestants. Le problème des protestants, ce n'était pas leur confession, puisque la France a été le seul pays d'Europe à essayer de faire vivre catholiques et protestants en même temps, avant la révocation de l'édit de Nantes. Les protestants étaient liés à des puissances. Les protestants Alors, on va étaient laisser liés à des Jean-François puissances Colosimo étrangères finir. et tenaient des places fortes. Il y avait discontinuité territoriale et il y avait un problème véritablement de perspective de la place du pays dans le monde. On retrouve ces questions aujourd'hui avec l'islam. L'émancipation des Juifs a été une violence. Alors, les violences faites contre les protestants sont inexcusables et nous en sommes d'accord. Mais l'État procédait par violence. L'émancipation des Juifs a été une violence. On ne cite jamais totalement la phrase de Clermont-Tonnerre à la Constituante.
N'est-ce pas ? Il ne dit pas simplement désormais nous ne traiterons plus les Juifs en tant que peuple, mais chacun d'entre eux en tant que citoyen. Mais il continue, il dit et ceux qui ne sont pas d'accord, nous les mettrons dehors. Voilà. Et puis il y a eu évidemment les catholiques avant et après 1905 qui ont subi aussi une forme de violence d'État. Après 1905, aujourd'hui, en quoi pardon, non, mais je voudrais pouvoir finir une phrase. Moi, je vous interromps pas. Donc, faut qu'on je ne l'ai pas interrompu. Non, mais alors je voudrais on va finir s'écouter. une phrase. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a un grand changement du paysage religieux. La création d'un islam de France pourrait être une grande occasion pour la laïcité de montrer sa puissance et pour le monde musulman de voir finalement un islam dépolitisé, naître, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est que l'État n'a plus les moyens de ça. Donc l'État, en fait, depuis l'affaire du voile de Creil, depuis 1989, multiplie les commissions, les comités qui partent dans tous les sens, les lois. Et la dernière loi, qui est la loi sur le séparatisme, voulue par Emmanuel Macron après le discours des Mureaux, c'est une loi très intéressante parce qu'en fait, elle cible complètement le problème de l'islamisme. Mais qui est-ce qui trinque ? Ce sont les religions habituelles qui ont l'habitude, en fait, d'être en paix avec l'État. Pourquoi ? Parce qu'elles, elles sont analysables. Pourquoi ? Parce que l'État sait où elles sont. Et donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des curés, des rabbins et des imams tout à fait intégrés dans la République qui doivent montrer patte blanche à la préfecture. Sur quel sujet, par exemple ? Sur quel sujet, par exemple ? Le sujet de leur financement, le sujet de leur rapport à l'étranger, le sujet de leur maintien des lois civiles sur le mariage, enfin, etc. Bon, mais en fait, la question n'est pas là. Donc, donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui... Vous avez pu finir votre phrase, et même plusieurs, mais il faut quand même qu'on puisse écouter Nicolas Cadenne. Les catholiques trinquent aujourd'hui pour un problème que l'État n'arrive pas à résoudre. Les catholiques trinquent aujourd'hui en France au nom de la laïcité, Nicolas Cadenne ? Parce que l'État est incapable de résoudre. Et je vous assure qu'on va vous laisser finir vos phrases aussi. Je ne pense pas. Vous dites qu'ils ont trinqué après 1905. Non, il y a eu la politique combiste avant 1905. On ne va pas revenir sur ça, on va essayer de rester vraiment sur la situation aujourd'hui en France. Anti-catholique, mais pas du tout après 1905. Après 1905, c'est même l'Église catholique qui a refusé d'appliquer la loi, qui a refusé de créer les associations diocésaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, des associations, y compris musulmanes, peuvent se constituer en loi 1901, parce qu'on a autorisé à l'époque les catholiques à le faire parce qu'ils refusaient de créer des associations en loi 1905, il faut quand même le rappeler. Il faut rappeler aussi qu'ils ont refusé de récupérer leurs biens. C'est pour ça qu'encore beaucoup d'églises sont propriété des mairies ou de l'État pour les cathédrales et donc sont à la charge pour les dépenses nécessaires de la collectivité. Donc ça, c'est plutôt un avantage sur le coup pour les catholiques. Je ne pense pas que les catholiques se sentent mal dans la laïcité française. Je pense qu'aujourd'hui, c'est acquis et qu'ils sont bien et qu'ils ne trinquent pas de la laïcité. Après, évidemment, quand il y a des nouvelles religions qui s'installent avec des modes d'organisation différentes, il peut y avoir des questions. On a un problème sur la structuration du culte musulman qui est très lié dans l'Hexagone à la problématique de l'islam consulaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des pays dits d'origine qui veulent toujours avoir une certaine influence sur ce qu'ils appellent être leur diaspora, alors que les nouvelles générations ne veulent pas forcément être sous la tutelle de ces pays dits d'origine. Donc il y a des querelles entre pays dits d'origine, Algérie, Maroc, Turquie, etc., pour la structuration d'un culte. Et du coup, effectivement, il n'y a pas de représentant unique de tous les musulmans en France. Après, par exemple, à La Réunion, c'est très différent, parce qu'à La Réunion, qui est sous le régime de la loi de 1905, le culte musulman est parfaitement bien structuré, parce qu'il n'y a pas de problématique d'islam consulaire. Ce sont des musulmans qui sont venus construire l'île avec des gens d'autres religions venus d'ailleurs. Eux-mêmes venaient plutôt du sous-continent indien. Donc il n'y avait pas non plus de passif colonial. Donc vous n'avez ni le passif colonial, ni les pays dits d'origine qui interviennent. Et du coup, ça se structure très très bien. Donc il n'y a pas de problème sur le territoire entre l'islam et la laïcité en tant que telle, c'est la preuve. En revanche, il y a un problème de structuration du culte musulman dans l'Hexagone, du fait de. Vous diriez qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui entre l'islam et la laïcité en France ? Non, pas en tant que religion. En revanche, il y a un problème de structuration du culte musulman non, mais par exemple, dans l'Hexagone. Par exemple, la question on a vu ces derniers mois, la question de l'accompagnement des sorties scolaires par des femmes voilées. Il y a eu un problème, visiblement. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a eu aucune, par exemple, vous interrogez les associations de professeurs, les professeurs, il n'y a jamais eu de problème dans les sorties scolaires. En revanche, certains politiques ont demandé une neutralisation, alors qu'il n'y avait pas de problème, ont demandé donc aux parents accompagneurs de ne plus porter de signes religieux ostensibles. On a une polémique là-dessus, on a une polémique sur le burkini. Tout ce qui est signe musulman, on le sait, invite à des polémiques. Bon, très bien. Si vous voulez, dans un état de droit,
On peut être contre, par exemple, personnellement, contre le voile ou des signes religieux. Mais dans un état de droit, et heureusement, on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement. Dans un état de droit, on interdit ce qui trouble objectivement l'ordre public ou ce qui est imposé à autrui. Et ça, c'est prévu dès l'article 31 dans la loi de 1905, à savoir que si, en revanche, vous imposez à autrui une pratique cultuelle, par exemple, vous imposez à quelqu'un de porter un voile, vous pouvez déjà être sanctionné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donner des moyens à la justice, bien sûr, lorsque nécessaire, pour poser des sanctions lorsqu'il faut poser des sanctions. Mais en revanche, ce n'est pas en tant que tel, si vous voulez, la religion qui pose problème à la laïcité. C'est qu'il y a des limites, il y a un cadre commun à respecter. Il faut, pour que l'État puisse organiser les choses, notamment les services d'aumônerie qui sont à la charge de l'État dans les hôpitaux, etc., pour garantir la liberté de culte, il faut des interlocuteurs, donc il faut des cultes structurés. Et là où on a une difficulté dans l'Hexagone, en effet, c'est que le culte musulman est peu structuré, du coup d'ailleurs, plus perméable à des thèses rigoristes qui viennent des pays du Golfe parfois, et qui, elles, sur le coup, n'ont jamais connu d'opposition forte de la diplomatie française, et je le regrette. C'est-à-dire que les pays, l'Arabie Saoudite en particulier, par exemple, ou ensuite le Qatar ou autres, ou les Émirats, ont eu une influence idéologique sur un islam rigoriste qui n'était pas celui de la France de l'Hexagone ou des pays dits d'origine de l'islam en France, et ils ont eu une influence contre laquelle on n'a rien fait, parce que sans doute, en effet, ils ont aussi une influence financière. Mais ça, c'est un problème. Est-ce que par hasard, Jean-François Colosimo, vous êtes... Est-ce que par hasard, Jean-François Colosimo, oui, vous êtes d'accord sur ce point? Sur le fait qu'il y ait un État démissionnaire, dans la démission duquel État ont participé beaucoup d'institutions qui étaient censées observer, pas nous en tout cas. Pas nous, puisque ça, typiquement, ce que je viens de dire, on l'a rappelé. Je ne peux pas dire. Bah oui, mais là, vous essayez de viser mon ancienne fonction. Mais je ne peux pas. Alors, attendez. J'aimerais pouvoir m'exprimer. Non, mais vous pouvez. Je pense que vous êtes tellement pour le droit et la liberté. Je pense que vous. Non, mais Jean-François Colosimo, je pense que vous pouvez vous exprimer. Vous l'avez montré. Vous avez montré jusqu'à présent sur ce plateau. Vous l'avez montré de la religion. Vous l'avez montré jusqu'à présent sur ce plateau. On va rester dans un débat comme on aime les avoir sur KTO, qui sont des débats constructifs. Non, la vérité, c'est que de toute façon, ce n'est pas la France qui a un problème avec l'islam, c'est l'islam qui a un problème avec lui-même, et ça soit dans tous les pays à majorité musulmane. Bon, alors, que le monde musulman soit en crise aujourd'hui, c'est une évidence. Les musulmans, d'ailleurs, qui philosophes, sont les premiers à le dire. Il y a un rapport difficile de l'islam à la modernité politique. Alors, si vous définissez la laïcité comme la modernité politique, on comprendra donc que par transition, l'islam, les musulmans ont un problème avec la laïcité parce que ça ne correspond pas du tout à leur cadre d'expérience. Il me semble que... Alors, de ce point de vue-là, si je peux continuer... C'est ce que semblent indiquer certains sondages, quand même. Absolument. Enfin, les sondages en question sont... Alors, on va laisser... Quand ils sont faits par des fondations comme la fondation Jean Jaurès, je ne pense pas qu'ils émanent de l'extrême droite. Je peux revenir, si vous voulez, sur les questions. Mais moi, je voudrais avoir un petit temps de parole, parce que là... Je crois que vous n'en avez pas manqué. Non, mais bon... On va essayer de rester intelligible pour nos téléspectateurs sur un sujet qui est, en effet, on le voit, inflammable, y compris entre personnes... s'exprimant avec une vraie connaissance du sujet. C'est un sujet qui est réellement inflammable. On comprend pourquoi les politiques, à ce moment-là, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je crois qu'on pose mal le problème quand on dit est-ce que l'islam est conciliable avec la République? Là, on parle de laïcité, pas de République en général. Parce qu'elle est laïque. Mais si je vous disais, est-ce que le bouddhisme est conciliable avec la République? Vous me diriez, où est le problème? Les bouddhistes sont des citoyens comme les autres. Donc, c'est pas le cas des musulmans? Si. Pour moi, c'est le cas. Si je peux continuer donc mon raisonnement, et après vous pourrez le reprendre s'il ne vous va pas. Donc, la vérité, c'est que la question, l'islam d'abord qui n'existe pas, c'est une forme d'essentialisme. Il y a des islams, et il est vrai que nous en connaissons principalement 3, qui sont régulés par les pays d'origine, avec d'ailleurs notre accord. Donc, il y a une démission de l'État sur ce point-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les laïcistes, parce que ça existe le laïcisme aussi, n'est-ce pas? C'est très un peu résiduel. Mais il existe beaucoup aussi à gauche et à l'extrême gauche, n'est-ce pas, le fait d'être bouffe-curé. Donc, je dirais que moins on se préoccupe de la question que poserait un islam de France, pour lequel je suis favorable, et donc je pense qu'il serait une grande rencontre et pour la France et pour l'islam, moins on se pose cette question, plus, je dirais, on a tendance à ranimer de vieilles querelles avec les catholiques, et la proportion qu'a pris l'affaire des crèches, par exemple, est totalement délirante.
n'est-ce pas? L'affaire des crèches, on peut résumer. Le fait qu'il y ait des crèches, parfois dans des mairies, et que finalement le Conseil d'État a fini par statuer. D'ailleurs, je peux le dire, j'avais été reçu au Conseil d'État sur mon conseil. On parle des crèches de Noël, on est dans le temps de Pâques, alors voilà, on a oublié que pendant l'Avent, il y a eu une polémique, il y a chaque année une polémique sur l'existence de crèches dans certaines villes. Parfois est instrumentalisée par certaines maires. Je vais finir, au nom de la tradition culturelle française. Culturel. C'est pas du cultuel, c'est du culturel. En Provence, par exemple, c'est assez clair. Je veux dire. Bon, et de ce point de vue-là, on voit qu'il y a des affaires qui prennent des proportions parce que ces affaires-là cachent en fait les véritables questions, qui sont des questions bien plus importantes pour la continuité de l'État, pour la continuité territoriale, pour la continuité juridique de l'État, etc. Parce que les gens qui font des crèches ne menacent pas grand-chose. En revanche, on a une question aujourd'hui d'instrumentalisation du fait musulman à des fins, et c'est planétaire en plus, donc ça ne concerne pas que la France, c'est planétaire, à des fins, en fait, je dirais, de véritables comportements antidémocratiques, n'est-ce pas? On le voit encore aujourd'hui au Proche-Orient, ne serait-ce que si... D'accord. Mais alors, ou vers le Maghreb. On va s'arrêter un instant. Et là, on a un problème. Mais ce problème-là, l'État ne s'en empare pas. Il n'a plus la vitalité pour s'en emparer. Alors, on va aborder ce sujet dans un instant, mais on va s'arrêter un instant sur la question des crèches, bien que donc, ce ne soit plus le temps de Noël. L'existence de crèches dans les mairies, c'est un point chaque année assez concret de polémique, de médiatisation aussi, d'instrumentalisation politique. Tout à fait. Est-ce que c'est contraire à la laïcité de mettre une crèche dans une mairie? Et pourquoi ce débat a-t-il une telle importance en France, seulement en France? Je vais rappeler quelque chose. Avant les années 2000, il n'y avait pas de crèche dans les mairies, sauf très exceptionnellement. Et quand il y avait des crèches, c'était en effet pour des raisons purement culturelles. C'était des expositions, par exemple, de 100 ans de Provence. Et ces crèches sont toujours autorisées aujourd'hui. Celles qui ne le sont pas, c'est celles qui ont été installées dans les années 2000 par des maires, vous l'avez dit, qui ont un peu tendance à instrumentaliser la crèche de Noël à des raisons politiciennes, pour effectivement marquer une adhésion à une supposée identité qui serait uniquement chrétienne et en particulier catholique. Bon, c'est là où il y a un problème, où effectivement il y a des tribunaux administratifs qui ont dit vous marquez une adhésion à un culte, l'administration municipale, la maison commune doit être neutre, donc c'est pas possible. Mais attention, le juge ne condamne pas quand c'est une vraie tradition culturelle et que ce n'est pas religieux. Il faut savoir faire la nuance, c'est ce que rappelle le Conseil d'État. Je vous donne un exemple, à Marseille, vous avez cité Marseille et la Provence. À Marseille, effectivement, une fois, un juge a considéré que dans un arrondissement, c'était contraire. Dans un autre arrondissement, c'était possible. Pourquoi? Parce que dans un de ces arrondissements où c'était possible, c'est une très vieille tradition d'exposition culturelle de 100 ans. Et dans la nouvelle où ils ont mis une crèche, c'était une crèche ostensible, si je puis dire, avec bénédiction de l'évêque. Alors évidemment, là, il y a quand même une marque d'adhésion au culte évidente. Puisque vous nous avez amené à Marseille, j'ai le souvenir d'un débat sur la projection d'un film documentaire sur Sacré-Cœur dans un cinéma qui était fondé, si mes souvenirs sont bons, par Marcel Pagnol, une salle municipale aujourd'hui. Comment ça se fait qu'au nom de la laïcité... Une régie municipale, elle n'appartient pas à la salle... Alors, une salle en régie municipale, comment ça se fait qu'en France, seulement en France, on ait ce genre de débat sur le fait de savoir si on projette un film dans un cinéma, c'est contraire à la laïcité ou pas contraire à la laïcité? C'est pas seulement en France, alors ça va vous étonner, mais par exemple aux États-Unis, alors maintenant le mur de séparation de Thomas Jefferson est complètement remis en cause par Donald Trump. D'ailleurs, la séparation américaine, puisque les États-Unis, à l'inverse de l'Angleterre ou du Canada, est séparatiste au départ, c'est-à-dire que la Constitution ne fait pas mention de la religion, sauf pour dire qu'elle est séparée des religions. Mais par exemple, effectivement, ça nous étonne parce que la société américaine est très peu sécularisée, est très religieuse, très croyante. Et si vous n'êtes pas croyant, vous ne pouvez pas être élu président, a priori. Il prête serment sur la Bible, mais en réalité, il peut prêter serment sur ce qu'il veut. Il y a des présidents qui n'ont pas prêté serment sur la Bible. Mais par exemple, aux États-Unis, jusqu'à la nomination récente de certains juges à la Cour suprême par Donald Trump, vous n'aviez aucune possibilité de subventionner tout ce qui pouvait être cultuel par un État fédéral, et notamment, vous ne pouviez même pas subventionner d'écoles privées confessionnelles aux États-Unis. Oui. Ce qui est très largement fait en France depuis la loi Debré de 1959. Donc ces débats ne sont pas tout à fait que français sur la question du financement. En France, cette histoire de Marseille, quand même, était très, très particulière et très française. C'est qu'un maire, qui est aujourd'hui candidat d'ailleurs, vient s'excuser
auprès des réalisateurs et des producteurs de ce film de la bévue qu'il a pu commettre, puisque c'est lui qui invoque la laïcité. Nicolas Payan, donc maire socialiste. C'est lui qui invoque Benoît la laïcité. Payan, Benoît Payan, pardon pour lui, maire Non, socialiste. il n'avait pas tout à fait tort. Benoît Payan, maire il a socialiste. reconnu qu'il a tort. Non, il n'a pas reconnu. Mais si, Alors, il a dit qu'il prenait acte de la mais il a décision dit, du tribunal administratif. La petite histoire derrière, c'est qu'il a un adjoint à la culture qui bouffe du curé tous les jours. Alors, et c'est ça la vérité, mais c'était une bévue catastrophique. En tout cas, ça a donné 300 ou 400 000 entrées à ce film. D'accord, mais pourquoi? Il faut remercier. Parce que Pourquoi en France, on en vient presque aux mains, on le voit sur ce plateau, extrêmement pour un film dans une salle? Parce que l'État s'est voulu. Alors, je vais écouter les deux réponses, vos réponses à tous les deux. Nicolas Cadenne. Notre histoire, on l'a vu un peu, elle est très conflictuelle, elle vient de loin, il y a eu une opposition forte entre une quasi-tutelle, en tout cas quand même, on peut dire qu'il y avait une quasi-tutelle de l'Église sur l'ordre politique et moral du pays. Il y a eu des persécutions, il y a eu des discriminations, donc il y a eu une peur d'une certaine religion, une peur d'une certaine instrumentalisation politique de la religion qui est arrivée à développer une sécularisation rapide, avec notamment, effectivement, suite au lot laïque. C'est sûr que ça a accentué le mouvement de sécularisation. Et donc, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a une double inculture en France. On a une inculture laïque. Franchement, les gens ne savent pas vraiment ce qu'est la laïcité, et une inculture religieuse. Les gens ne savent plus vraiment ce qu'est la religion, y compris la leur ou celle de leur famille. Et donc, il y a des préjugés, il y a des peurs, il y a des fantasmes sur la religion de l'autre, voire parfois des méconnaissances sur sa propre histoire religieuse. Et donc, en effet, ça devient vite du grand n'importe quoi, parce qu'on ne se comprend plus, parce qu'on ne comprend même plus ces histoires multiples de toutes ces traditions religieuses, notamment. Parce que la France... Même question, Jean-François Colosimo, pourquoi des histoires, des anecdotes en fait, des histoires qui feraient sourire, prennent une telle importance dans le débat politique et médiatique en France? Parce que, pour deux raisons principales, parce que les 1000 ans d'histoire de France, c'est l'histoire d'un État qui veut en fait s'arroger les attributs du pontife romain. L'État en France est autoréférent, l'État en France a un droit spécifique, le droit administratif, l'État en France a une diplomatie, l'État en France a une cléricature, fonction publique, etc., etc., etc. L'État a voulu s'ecclésifier pour assurer son destin messianique, n'est-ce pas? Au point d'ailleurs que sous la Troisième République, on a atteint le sommet, je dirais, de la caricature enfantine, avec un catéchisme républicain, avec un baptême républicain, avec évidemment des funérailles, un mariage républicain, mais aussi avec des hussards noirs qui partaient en soutane, en blouse, évangéliser les campagnes au nom, n'est-ce pas, de la sécularisation. Un panthéon qui est une église qu'on a décapité de ses croix. Bon, cette religion civile française, elle n'a pas duré parce que, comme tous les ersatz, n'est-ce pas, elle n'avait pas à durer. Mais il en reste un reliquat, et ce reliquat est alimenté aussi principalement par le fait que nous n'avons toujours pas purgé dans notre mémoire politique 1793 et la terreur, et que la terreur fut la volonté de substituer une religion à une autre, car Robespierre était un religieux. Alors, vous avez donné deux explications assez différentes de ces polémiques françaises. On va laisser les téléspectateurs et les téléspectatrices se faire leur propre opinion, mais tous les deux, j'ai bien noté que vous aviez abordé la question de l'école, vous avez évoqué les hussards noirs de la République, et on a observé depuis quelques mois, notamment depuis la nomination d'un nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique en France, un regain de tension autour de l'école catholique. Alors, Guillaume Prévost, évidemment, a réaffirmé, c'est le nouveau patron de l'enseignement catholique, il a réaffirmé le caractère confessionnel de cet enseignement, caractère, je dirais, confessant, pouvoir dire une prière au début d'un cours, donc c'est plus que le caractère catholique de l'école, c'est vraiment quelque chose de plus engagé. Alors, pourquoi l'école catholique est-elle redevenue le lieu central des débats sur la laïcité, comme elle l'était peut-être au XIXe siècle? On croyait que c'était fini depuis les manifestations sur l'école laïque au temps de France en 1984. Alors,
Pourquoi, de nouveau, ce débat sur l'enseignement catholique? Nicolas Cadenne. Tout simplement parce que déjà au XIXe siècle, avec notamment la loi Fallou à laquelle s'opposait Victor Hugo en 1850, l'école, même publique, était très largement gérée par des membres des religieux. Donc l'enseignement était délivré par des religieux. Et donc effectivement avec les lois Ferry et Goblet de 1880, 82, 86, on passe à ce qu'on appelle, ce que Charles Péguy appellera les Lucernaires de la République, à des professeurs qui ne sont plus des religieux, et pour un enseignement qui ne soit pas confessionnel. Mais à l'inverse de ce qu'on peut croire, ça ne s'est pas fait si violemment que cela, puisqu'on a laissé un jour libre pour que les familles puissent emmener leurs enfants au catéchisme si elles le souhaitaient, d'abord le mercredi et ensuite le jeudi. Mais les autres jours, les jours de cours, c'était des cours... Peut-être d'abord le jeudi et ensuite le mercredi. Oui, c'était des cours, c'était des cours donc aconfessionnels. Voilà, on délivrait des savoirs. Pour ce qui concernait la culture religieuse, le catéchisme, c'était personnel. Chacun pouvait aller au catéchisme par ailleurs. Et l'enseignement privé confessionnel existait toujours et n'a pas été subventionné suite à la loi de 1905 par l'État jusqu'à la loi Debré de 1959. À partir de 1959, finalement, l'État va financer l'enseignement privé confessionnel, ce qui n'était pas possible avant, s'il passe un contrat d'association avec l'État, c'est-à-dire s'il délivre le même enseignement que l'éducation nationale, et si, du coup, l'enseignement confessionnel et tout ce qui est caractère confessionnel soit purement facultatif et optionnel. Justement, coup, donc a priori, le problème est réglé. Le problème est réglé a priori. Alors, pourquoi aujourd'hui on voit des inspections dans les écoles? Le secrétaire général de l'enseignement catholique s'en est plaint, il a mis la question sur le tapis. On voit des inspections, peut-être des pressions sur certains établissements qui sont montrés du doigt. Pourquoi c'est redevenu un sujet aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, ça fait très longtemps, mais les contrôles n'étaient pas faits. On l'a vu avec certains scandales, notamment Betaram. Ça fait très longtemps que beaucoup d'établissements, malheureusement, ne respectent pas, dans les faits, le contrat d'association avec l'État. Donc, suite à ces scandales, les contrôles, finalement, ont été relancés. Et donc, effectivement, maintenant, il y a des contrôles qu'il y a toujours eu, par exemple, pour les rares établissements musulmans, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas pour les autres, notamment catholiques, mais donc ils ont été relancés. Et quand effectivement vous avez un secrétaire général qui dit qu'il faut renforcer le caractère confessionnel, libre à lui, mais si on est sous le contrat d'association avec l'État, attention, il est normal que si on soit financé par l'État et qu'on est donc sous contrat d'association avec l'État, il est normal à ce moment-là que ce qui est cultuel soit et reste optionnel et facultatif et ne soit pas imposé à tous les élèves. Ou sinon, il faut se retirer du contrat d'association avec l'État et rester une seule école privée confessionnelle, ça c'est tout à fait légal, mais sans le financement. Il en existe d'ailleurs de plus en plus qui sont hors contrat. Tout à fait. Oui, moi j'aurais compris, je viens d'entendre qu'on a toujours raison de taper sur les catholiques parce qu'ils sont pour quelque chose. La vérité, c'est qu'on est affaire à un désastre de l'école publique, à une forme de destruction gravissime pour le pays d'ailleurs et pour l'avenir du pays, dont il faut se soucier, quelle que soit sa confession, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, et qu'effectivement, l'école privée qui est essentiellement catholique, n'est-ce pas? On disait d'ailleurs au moment l'école libre. Libre de quoi? C'est intéressant, n'est-ce pas? Libre de l'État peut-être, et de l'idéologie d'État que l'État transporte malgré lui souvent. Eh bien, cette école-là, elle attire parce qu'elle rend un service qui est meilleur. Donc, à force d'attirer, elle risque aussi d'être dissoute, n'est-ce pas? Parce que sa première ambition, c'est pas simplement de suppléer... Mais vous pensez que c'est parce que l'école catholique attire que l'État veut taper en quelque sorte sur un concurrent? C'est cela que vous diriez? Je ne dirais pas comme ça, mais je dirais que tous les problèmes que l'État, là encore, n'arrive pas à régler, un État qui est devenu impotent à force d'être obèse, n'est-ce pas, et qui a perdu toute agilité, comme au sujet de la laïcité et comme au sujet de la modification du paysage religieux français, puisqu'il y a aussi les évangéliques qui existent aujourd'hui comme ils n'existaient pas avant. Il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi les adeptes des sagesses d'Asie, n'est-ce pas? Tout ça compte. Bon, cet État ne sait plus comment faire. Il y avait une police des cultes qui s'appelait le Bureau central des cultes, qui a été transformé en bureau d'animation des différences. Et de la même façon, je dirais que les catholiques, l'école catholique est ciblée aussi en conséquence d'un effondrement de l'école publique. Est-ce qu'il peut y avoir une école catholique se disant catholique, et je disais que Guillaume Prévost avait réaffirmé ce caractère confessionnel, est-ce qu'il peut y avoir une école catholique qui maintient une ligne catholique dans une culture laïque
et sûr. de plus en plus sécularisée. Est-ce que Sans c'est problème. tenable? Simplement, bien sûr, et elle peut être très largement catholique, même dans ses enseignements, mais dans ce cas, et c'est logique, elle ne pourra pas recevoir les financements de l'État, puisque l'État, il est neutre. Il ne va pas favoriser un culte par rapport à une autre. Donc, Alors arrêtons-nous sur cette histoire du financement. Le financement qui est évidemment un sujet extrêmement important, notamment on est en période d'élection municipale avec le forfait scolaire, la question du financement des écoles catholiques. Certains, aujourd'hui, des politiques candidats aux élections municipales ou aux élections nationales, ont tendance à dire qu'il faut en finir avec qu'il faut mettre fin à ce forfait scolaire parce que c'est finalement plus leur conception de la laïcité. Voilà. Est-ce que ça fait partie pour vous justement de la fabrique laïque, ce système? Moi, je dirais quand même que l'école catholique a plutôt été favorisée ces dernières années. En termes de financement, en tout cas, ils ont considérablement augmenté. Les financements publics ces dernières années ont considérablement augmenté en faveur de l'école confessionnelle. Le problème là, c'est que du coup, c'est l'école publique qui en pâtit un peu, puisque du coup, elle a moins de financement par élève et par enseignant. Vous êtes sûr que ces financements ont augmenté? Ah oui, tout à fait, les financements ont augmenté. Alors, et après, c'est un cercle, il faut faire attention, parce qu'après, c'est un cercle vicieux, parce qu'effectivement, après, si les moyens sont supérieurs dans le privé, les gens veulent aller dans le privé parce qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants, mais du coup, le public devient moins bon et de moins en moins bon. Il y a un traitement égalitaire, c'est-à-dire que le financement, c'est essentiellement le salaire des professeurs. Tout à fait, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est la même chose pour tout vous le monde. l'avez dit justement, vous avez des subventions régionales possibles, municipales, sur le bâti, sur le fonctionnement. Donc il n'y a pas justement que les salaires, c'est là toute la difficulté. Mais pour revenir précisément à votre question de départ, là encore, pas de difficulté, chacun est libre en effet. Mais si on est dans une logique confessionnante, eh bien forcément on ne peut pas demander le financement public. Si on veut avoir le financement public, alors ce qui est cultuel doit rester optionnel. Parce qu'on ne peut pas financer, l'administration publique ne peut pas financer quelque chose qui serait que catholique. Vous êtes d'accord là-dessus, Jean-François Colosimo? Je suis ni d'accord ni avec les chiffres qui sont donnés. D'ailleurs, il n'y a pas de chiffres qui sont donnés. Alors, je pense qu'on mélange les choses. On va laisser la question des chiffres de côté, puisque ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais la vérité, c'est que les gens qui se tournent vers l'école catholique, sans être eux-mêmes forcément des catholiques pratiquants, voire des catholiques tout court, ils veulent effectivement savoir où est leur enfant, qu'est-ce qu'il fait, ils veulent pouvoir avoir un rendez-vous, des tas de choses qui n'existent plus dans l'école publique et pas parce qu'il manque de l'argent. Mais à côté de ça, ils veulent aussi que leur enfant soit éduqué dans un certain set de valeurs, comme le partage, comme la générosité, comme des vertus qui font partie de la morale universelle, de la morale naturelle, qui ne sont pas la morale catholique. Moi, je crois que dans les écoles catholiques, on fabrique des citoyens qui sont ouverts sur l'altérité, n'est-ce pas? Voilà. Alors, certains d'entre eux deviendront des prêtres catholiques, des moines, des moniales, de parfaits catholiques pratiquants. D'autres quitteront l'Église catholique peut-être. D'autres qui sont là ne deviendront jamais catholiques, peut-être certains deviendront. Mais ce n'est pas la question. C'est-à-dire que l'obsession sur ce caractère confessionnel nous fait oublier que, n'est-ce pas, la morale républicaine et la morale ecclésiale, en 1920, c'est la même. N'est-ce pas? C'est ce socle de la morale naturelle. Et je dirais... Les miracles existent, je vous vois hocher la tête pour dire que vous êtes d'accord sur ce point. Il y a une morale, bien sûr, qui se retrouve. Je reprends parce qu'il nous reste... Il y avait un protestant laïciste, pour le coup, qui réclamait quand même qu'on apprenne la prière à l'école. Vous allez citer son nom et puis on va passer à la suite du sujet. En tout cas, nous, on ne le connaît pas, qui vous écoutons, citer son nom. Je vous le dirai tout à l'heure. Ah bah, vous le direz hors de l'émission, du coup, c'était pas la peine de notre ami. Bon, alors, on ne va pas se parler par énigme sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est déjà compliqué de se mettre d'accord, on l'a vu, sur cette question de la laïcité. Pour les jeunes, on a parlé de l'école, c'est encore plus compliqué, et je dirais que c'est assez lunaire. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors là, toutes les études le montrent, qui ne comprennent pas cette question de laïcité, qui la voient comme finalement une contrainte, une oppression, qui veulent faire éclater finalement ce cadre laïque. Comment ça se fait? Est-ce qu'ils ont raison? Alors déjà, justement, on en a parlé par rapport à certains sondages. Ils le veulent pour faire affirmer leur foi musulmane ou leur foi catholique ou leur foi chrétienne. À mon sens, on ne peut pas faire cette affirmation si nette. Quand vous regardez l'enquête de terrain menée par Philippe Portier et Charles Mercier, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, c'est sociologique, ce n'est pas des chiffres sur des questions qui, sincèrement, posent de vraies questions déontologiques. L'enquête va quand même dans ce sens-là.
Ah oui, mais sauf que l'enquête de Charles Perrotin, Oui. justement, ce qu'ils disent, et là je vais y revenir, c'est pas tant qu'ils s'opposent à la laïcité, pas du tout. Ils s'opposent à une certaine conception de la laïcité. Effectivement, ce sont des libéraux. Ils veulent une laïcité libérale. Et donc, ils vont interroger... Libéral, ça veut dire quoi? Que tout le C'est-à-dire monde... plus de liberté. Donc moins de laïcité, finalement. Non, pas forcément. Ça dépend comment on définit la laïcité. Mais quand vous leur donnez la définition que j'ai rappelée, celle du droit classique de la laïcité, ils sont d'accord. Après, effectivement, ils ne vont pas être d'accord avec ceux qui veulent interdire les signes religieux à l'université. Ce n'est pas la laïcité entre nous. Ce n'est pas encore la loi et je ne le souhaite pas que ce le soit. Donc, ils sont dans cette logique où ils ne veulent plus de nouveaux interdits. Mais ça s'entend. Surtout quand on est jeune. On est jeune, on refuse d'être constamment sous pression de tel ou tel interdit. Et ça s'entend. Ils sont effectivement pour une certaine liberté. Après, effectivement, il faut toujours rappeler qu'il y a un cadre commun et que la liberté, elle ne doit pas troubler le bon fonctionnement collectif, elle ne doit pas s'imposer à autrui. C'est d'ailleurs l'équilibre de la laïcité, de la loi de 1905. Chacun croit en ce qu'il veut dès lors qu'il n'impose pas à l'autre et qu'il ne trouble pas l'ordre public. Il faut en rester à cela. Et quand vous rappelez ça, finalement, aux jeunes, ils sont assez d'accord avec ça. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est quand ils entendent tel ou tel à la télé raconter que la laïcité, c'est que de l'interdit. Ce n'est pas que de l'interdit. Jean-François Colosimo, ces jeunes qui veulent une laïcité qui leur permet d'exprimer aussi leur foi, de parler de Dieu entre eux, mais je dirais sur la place publique, dans la cour de l'école. Il y a deux mouvements dans cette jeunesse. Il y a un mouvement d'affirmation, de revendication identitaire, voire de radicalisation. Chez les chrétiens aussi. Et ça existe partout. Et ça existe sous toutes les formes. Ça existe même sous la forme de l'écologie apocalyptique de ces jeunes qui ont une telle défiance dans la vie qu'ils annoncent qu'ils ne feront pas d'enfants. Ça, c'est vrai qu'il y a un retour, juste pour confirmer, je suis d'accord pour dire qu'il y a un recours aux religieux plus fort dans la jeunesse, ça c'est sûr. Merci. Et donc, par rapport à ça, il y a autre chose. Il y a une archipélisation telle des jeunes qui sont habitués à vivre dans leur tribu, n'est-ce pas? Et qui ne veulent pas se mélanger à l'autre tribu. Alors, si l'autre tribu, elle a des rites, calumet de la paix, grand chapeau de plume, etc., complètement différents, dans ce cas-là, on dit, mais ce n'est pas notre affaire. Et ça, c'est toutes ces histoires du vivre ensemble. On voit que le vivre ensemble, aujourd'hui, est en fait une espèce d'irréalité profonde. Bon. Les jeunes s'ignorent, c'est parce qu'ils s'ignorent qu'ils se tolèrent. Alors, on refera un débat sur cette question, parce que vous ouvrez à d'autres controverses. Je voudrais rappeler, avant de terminer cette émission, vos deux ouvrages très, très différents. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur tout, même si vers la fin de l'émission, c'était plus consensuel. Nicolas Cadenne, vous avez écrit « En finir avec les idées fausses sur la laïcité » avec une préface de Jean-Louis Bianco. C'était pour les 120 ans de la loi de 1905. Et Jean-François Colosimo, « La religion française, 1000 ans de laïcité ». Vous voyez, le sous-titre de ce livre dit aussi comment vous inscrivez dans une histoire longue ce sujet sur la laïcité. On aura donc l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir suivi ce débat sur KTO et merci à la rédaction de l'avoir préparé. Merci.